Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler dans notre troisième volet sur les terres rares, de la connaissance et de la maîtrise des approvisionnements stratégiques. Ces problèmes nous amènent à prendre conscience de nos besoins propres. L'Europe se demande ainsi comment, pour échapper aux jougs chinois, aller chercher ailleurs les métaux rares, critiques et stratégiques qui lui sont nécessaires. C'est le cas aussi des États-Unis, comme vous avez pu le voir, avec Trump qui essaye de s'accaparer les métaux rares au niveau du Groenland, mais aussi de l'Ukraine. La carte jointe montre que de nombreux projets de production de lithium commencent à voir le jour en Europe, et vous allez pouvoir voir cette carte dans la vidéo. Alors l'Europe pourrait ainsi produire ses minerais pour elle-même, cependant, bien que Thierry Breton affirme que nous pourrons être autosuffisants en 2026 pour notre propre besoin en lithium, alors là j'en doute véritablement. Il ajoute que l'Europe ne pourra pas couvrir tous ses besoins. Nos ressources sont importantes et diversifiées, mais elles ne seront pas suffisantes, d'où la nécessité de recourir à d'autres approches. La première approche, l'approche normative. La transition énergétique est une nécessité, mais la réalisée demande de ne pas reproduire les erreurs du passé et d'accompagner les changements technologiques d'une révolution mentale. La première approche à adopter concernant nos approvisionnements en métaux rares est donc celle doit être une approche normative. C'est ce qu'a fait l'Union européenne en adoptant un règlement relatif aux minerais provenant des zones de conflit entré en vigueur en janvier 2021. Sur 4 métaux, l'étain, le tantal, et puis l'or et le tungstène, les entreprises doivent désormais s'assurer que leur approvisionnement ne finance pas de conflits armés ou de travail forcé. Le problème, bien entendu, est que pour l'instant, ce règlement ne porte que sur 4 métaux sur les 80 de la TAN de Mendeleïev. Des institutions comme l'OCDE et le London Metal Exchange poussent ainsi pour que des dispositions de ce type soient étendues à plus de métaux, ce qui est d'ailleurs train de se faire. Nous sommes sur ce point dans une dynamique positive. Alors, il y a aussi une approche technologique. La blockchain est un outil très intéressant en vue de connaître et de maîtriser notre approvisionnement en métaux rares. Il est possible de pucer et d'adjoindre des QR codes à chaque sac de minerai, depuis la mine jusqu'à l'usine de fabrication, et d'enregistrer le parcours numérique dans la blockchain de manière à vérifier entre quelles mains, si possible, bien intentionnées, le minerai est passé. C'est ce que essaye de faire Volvo, par exemple, de manière à s'assurer de l'origine du minerai qui est éthique. Alors ensuite, vous avez une approche stratégique. Cette dernière approche se décline en 3 axes. La relocalisation minière, c'est une question à se poser. Continuons-nous à laisser les pays pauvres creuser pour nous ou assumons-nous une partie de la tâche? Cela pourrait avoir un intérêt non seulement en matière géopolitique, de souveraineté, mais aussi écologique, pour les raisons que j'ai énoncées juste avant. La taxe carbone, j'y suis pour ma part favorable, comme à la proposition de la Commission européenne de mettre une taxe carbone aux frontières du territoire européen, avec pour conséquence d'améliorer la compétitivité des entreprises européennes et de relocaliser une partie du processus. Pour ma part, je pense que la taxe carbone doit se faire aussi au sein de l'Union européenne, pays par pays, puisque nous n'avons pas les mêmes niveaux entre une Roumanie et puis la France. Il faut relocaliser l'ensemble de la filière. Relocaliser et taxer n'est cependant pas très utile si ce que nous produisons poursuit ensuite la chaîne de valeur à l'étranger. Les Américains, par exemple, entraient de nouveau des terres rares, mais ils n'ont pas d'usine de raffinage. La production doit donc alors partir en Chine pour y être raffinée. Il n'y a pas, dans ce cadre, de souveraineté minérale. Être souverain signifie rouvrir l'usine de raffinage et l'usine d'aimant.
Il faut remonter toute la chaîne de valeur, autrement dit, faire l'inverse de ce qui s'est fait depuis 30 ans, ne plus sous-traiter et délocaliser, mais inverser ce processus, relocaliser le processus minier et tout l'aval de la chaîne de valeur. Il ne faut par exemple, par ailleurs, pas se faire d'illusions, la souveraineté dans le secteur des terres rares est à court terme illusoire. Nous arrivons peut-être dans 15 ans pour un métal à avoir une filière complètement réintégrée pour certains besoins, la défense par exemple, mais nous ne pourrons pas relocaliser l'ensemble du processus minier, tous métaux confondus. C'est pour cela qu'il nous faut non seulement relocaliser, mais développer l'économie circulaire. Alors, donc, pour moi, il faut basculer dans un monde circulaire du recyclage. C'est le grand enjeu de demain. 1 kilo de métal produit rapporte aujourd'hui 93 centimes de dollars. Il faut que dans 40 ans, grâce à l'amélioration des procédés, il en rapporte le double. Autrement dit, il s'agit de créer plus de valeur avec moins, défi en fin de compte plus complexe que celui du passage à un monde vert. Le schéma de l'ADEME présente 7 piliers de l'économie circulaire. Chacune de ces étapes permettrait d'économiser un peu de matière et de faire en sorte que le monde bas carbone soit également un monde bas ressources. Réinventer les leviers de valorisation de la ressource. Conférer par la loi une valeur artificielle aux matières secondaires. Comment arriver à basculer dans un monde circulaire ? Le premier moyen est d'utiliser la législation pour donner une valeur artificielle aux matières secondaires. On ne pourra pas se passer de la puissance publique pour inciter, voire contraindre les industriels à acheter de la matière secondaire plutôt que de la matière primaire. Si la matière secondaire recyclée est compétitive par rapport à la matière primaire, il devient intéressant de la racheter. Mais si nous sommes complètement dépendants des cours en bourse des métaux et que demain les cours s'effondrent, le recycleur n'a pas de modèle économique. Pour ne pas dépendre de ces incertitudes, la loi doit donc taxer davantage le produit fait de matières premières et valoriser le produit à base de matières secondaires. Il faudra, je crois, passer par une valorisation artificielle, par la loi des ressources recyclées, pour que les industriels y voient leur intérêt et se tournent davantage vers les produits à base de ces ressources. Il faut déceler au sein des entreprises de la valeur où le marché n'en confère pas. Il va falloir enfin que nous fassions preuve d'une grande imagination pour déceler au sein des entreprises de la valeur que le marché ne reconnaît pas. J'en vois principalement 3, la réputation, les données, la visibilité stratégique et l'autonomie. Pour ce qui est de la réputation, un industriel peut se dire qu'il est préférable d'investir dans le recyclage que de voir ses ventes ou le cours de son action baisser si une ONG montre que le métal de ses batteries est extrait par des enfants dans des mines de la République démocratique du Congo. Inclure les coûts qu'engendre une baisse de réputation serait une façon intéressante d'inciter les entreprises à modifier leurs pratiques en matière sociale et environnementale. Deuxièmement, les données. À l'occasion d'un déplacement aux Pays-Bas pour mon prochain livre, un recycleur de serveurs de data center me disait qu'aujourd'hui les entreprises viennent parce qu'elles essaient d'effacer leurs données, mais n'y arrivent pas complètement, et qu'elles ne voudraient pas, en jetant les serveurs à la poubelle, que ceux-ci se retrouvent dans la nature et que des gens mal intentionnés mettent la main dessus pour faire du chantage en disant qu'ils ont les données de leurs clients. Les data centers sont donc prêts à payer pour se prémunir avec certitude de ce risque, pour que les serveurs soient détruits sous leurs yeux avec une trace filmée de manière à prouver la sûreté de leur processus d'effacement de données. Intégrer le respect des données personnelles dans le calcul économique est une façon à valoriser le recyclage. Troisièmement, la visibilité stratégique et l'autonomie. Les Japonais ne veulent pas dépendre des Chinois pour leur approvisionnement en terres rares. C'est pour cette raison qu'ils soutiennent à bout de bras l'INAS, l'entreprise australienne productrice de terres rares. Celle-ci satisfait 1/3 de leurs besoins et en échange, les Japonais mettent la main au pot.
Cela leur coûte cher, mais l'autonomie que cela leur procure par rapport à la Chine n'a pas de prix. Ainsi, en permettant de compter sur la disponibilité d'une ressource indépendamment d'une source extérieure, le recyclage donne à un pays la maîtrise de ses choix politiques et économiques. Il devient plus facile d'investir dans une nouvelle technologie quand le recyclage vous assure que lorsqu'elle sera prête dans 10 ans, vous aurez accès aux ressources nécessaires sans dépendre de l'extérieur. S'interroger sur ce qui présente de la valeur, c'est aussi s'interroger sur nos valeurs. Après des années à m'intéresser au sujet, j'ai le sentiment que la transition énergétique est certes une transition technologique, mais que la réduire à cela risque de nous faire rencontrer autant de problèmes que ceux qu'elle permet de régler. Il faut accompagner la transition énergétique dans d'autres moyens d'action qui ne sont pas d'ordre technologique. Les défis sont organisationnels, managériaux, humains, éthiques, moraux. Einstein disait qu'on ne règle pas un problème avec des modes de pensée que l'on en engendrait. C'est exactement l'enjeu. Comment ne pas mener la transition énergétique dans le mode de pensée qui a mené aux problèmes qu'elle doit résoudre, au risque sinon d'avoir simplement déplacé les difficultés. Je suis absolument convaincu que cette transition énergétique pose foncièrement la question de nos valeurs. Alors qu'est-ce qui risque de vraiment mettre le feu aux poudres? Une histoire de missiles aux États-Unis ou en Europe? Une deuxième question que je me pose concerne l'hydrogène. Qu'est-ce que cette source d'énergie implique en matière d'utilisation de métaux critiques ou de terres rares? Et enfin, on pourrait aborder aussi la question des substituts. S'agit-il d'une chimère? La Chine prévoit dans son plan quinquennal de consacrer 10,6% de son PIB tous les ans à la recherche fondamentale. Si ça se trouve, cela leur permettra de trouver avant nous des substituts aux métaux rares. Alors d'abord, pour la première question qu'on peut se poser, je pense effectivement que si une crise doit intervenir, cela se fera pour des raisons stratégiques comme les missiles. Nous prenons conscience de notre dépendance à ces matières premières. Nous prenons conscience à la montée en puissance de la Chine. Nous prenons conscience de notre besoin de développer une souveraineté minérale, et même s'il ne s'agit pas pour l'instant que de mots, ceux-ci appartiennent désormais à notre vocabulaire courant, mais tout cela n'est abordé que sous l'angle géostratégique, pas sous l'angle écologique. Les considérations stratégiques et géopolitiques prévalent sur les questions écologiques. Les industriels se sont réveillés en 2010 sur cette question de métaux stratégiques parce qu'il y a eu cette année-là un embargo informel de 6 mois de la Chine contre le Japon. C'est cela qui les a fait réagir, pas un problème de pollution ou de risque pour leur réputation. Le sujet, c'était nos approvisionnements stables et réguliers en matières premières à un prix défini à l'avance. Alors, je ne dis pas que la question écologique ne joue pas du tout, mais parce qu'elle intervient bien après ces enjeux géostratégiques. Aux États-Unis, la question se pose avant tout en termes d'armement et de défense. Les États-Unis sont dépendants de la Chine pour leurs missiles et les F-35. Trump l'a reconnu et a mis en avant ce problème d'indépendance bien avant 2020 et les masques ou les médicaments. En Europe, le sujet monte aussi, mais sous un angle différent, celui des batteries et des emplois de la filière automobile. Au Japon, le débat, là encore, se pose uniquement sous l'angle des approvisionnements par rapport à la Chine. En ce qui concerne l'hydrogène, la première chose est que l'énergie à hydrogène a besoin de platine si on utilise bien entendu des piles à combustible pour convertir l'hydrogène en électricité. Par contre, si on utilise un moteur à combustion interne avec l'hydrogène et l'oxygène, pas besoin de ce platine. De façon générale, nos besoins en platine vont exploser. Or, le platine n'est pas substituable. Il n'y a aujourd'hui pas de solution de substitution au platine en vue de faciliter la production des piles à hydrogène. Cependant, les réserves de platine sont vastes, autrement dit, aucune pénurie d'approvisionnement n'est en vue.
Je ne crois pourtant pas que la voiture à hydrogène est pour demain. Les investissements dans la voiture électrique, dans le stockage lithium-ion, sont tels que les industriels, à moins d'être contraints et forcés par une nouvelle réglementation, ne se lanceront pas maintenant dans une nouvelle technologie. Ils ont d'abord envie de rentabiliser leur investissement dans le stockage lithium-ion, qui se compte en centaines de milliards de dollars et qui vont encore être de plusieurs centaines de milliards de dollars dans les prochaines années. Il y aura probablement bientôt quelques véhicules à hydrogène, en particulier dans les transports en commun, qui font toujours les mêmes trajets et pour lesquels il peut être intéressant de placer des bornes qui sont extrêmement coûteuses. Mais pour le consommateur lambda, je ne pense pas qu'il y ait autre chose, quelque chose de significatif dans les 10 ou 15 prochaines années, malheureusement. Sur la dernière question, celui des substituts, je précise que je peux vous présenter un tableau présentant les taux de recyclabilité et les substituts pour les matières critiques. On y voit que le taux de substitution est souvent de 1% pour les métaux rares. Autrement dit, nous n'avons pas de solution de substitution. Les Japonais arrivent à certains résultats, par exemple de remplacer le néodyme par du cérium dans les aimants, mais avec une perte d'efficacité de ces aimants. Face à cela, la politique adoptée par Elon Musk est particulièrement intéressante. Ne voulant plus de cobalt dans ses batteries, Musk a décidé de le remplacer par du nickel, d'où son intérêt pour l'usine de nickel de Goro en Nouvelle-Calédonie. Et comme le nickel risque aussi de manquer, Musk envisage de passer à la batterie lithium fer phosphate. Donc remplacer le nickel par du fer, on arrive donc à des substituts qui sont l'exact inverse de ce qu'on pourrait imaginer. On remplace le cobalt par du nickel, le nickel par du fer, autrement dit, on substitue par du plus simple. Une autre solution est de faire ce qu'on appelle une substitution matière par matière. Par exemple, plus besoin de catalyse pour les voitures électriques. Le problème des planétoïdes, en fait compte nécessaire à la catalyse, a dans ce cas été réglé à la racine. Pour finir, je précise que les Américains ont lancé sous l'administration Obama le MGI pour Material Genome Intuitive en vue de trouver des substituts aux nouveaux matériaux grâce notamment aux technologies numériques. De même, les Européens ont tout un ensemble de projets dans le cadre du H2020, Horizon 2020. Cependant, de manière générale, il est à l'heure actuelle très compliqué de substituer et en ce qui concerne les terres rares, c'est même pour l'instant complètement hors de question. Évidemment, il ne s'agit là que d'une réponse globale. Il faudrait ensuite étudier la question métal par métal. Ce n'est qu'aujourd'hui que je comprends le maintien de la politique anti-chinoise de l'administration Biden. Concernant les États-Unis, j'ai cru comprendre qu'a été trouvé un rapport sur l'Afghanistan datant de l'époque de l'Union soviétique, disant que l'Afghanistan recèle des réserves extraordinaires de terres rares. Est-ce vrai? Dans quelle mesure cette réalité éventuelle permet de comprendre la place de ce pays sur l'échiquier géostratégique? L'Afghanistan est un pays extrêmement bien doté en minerais en tout genre. Il y a des terres rares, beaucoup de lithium également. Je ne sais pas si cela joue pour les Américains, mais en ce qui concerne les Chinois, je peux vous dire qu'ils se positionnent par rapport à cela. Ils soutiennent un certain nombre de factions talibanes en vue de faciliter leur accès à certains gisements particulièrement prometteurs. Pour revenir aux Américains, je vous rappelle qu'un journal espagnol a révélé qu'Eric Price, le fondateur de Blackwater, avait proposé à Trump de se voir confier la sécurité de l'Afghanistan contre la promesse de créer un environnement sécuritaire propice à l'extraction de minerais stratégiques. Cela n'a jamais vu le jour, mais cela prouve que la question est sur la table. Je vous renvoie aussi à l'idée soulevée par Trump d'acheter le Groenland. Et je n'en sais pas plus, je n'ai pas de connaissance d'un engagement américain concret en matière d'exploration, d'exploration minière en Afghanistan, mais ce qui est certain, c'est que l'Afghanistan regorge de ressources indispensables pour les technologies de l'énergie. Que pensez-vous de la filière thorium, très explorée par l'Inde actuellement?
Pensez-vous qu'il y aurait une solution à l'approvisionnement énergétique de ce côté-là? Je n'ai malheureusement pas plus d'informations que vous sur ce point. Je ne suis pas spécialisé en matière d'énergie nucléaire. Ce que je peux dire, c'est que le thorium n'est pas un métal critique et qu'il est stocké aussi parce que les terres rares sont un sous-produit du thorium. Mais je n'en sais pas plus concernant les perspectives du thorium comme substitut à l'uranium. Cela serait véritablement super. Et je vous renvoie à ma vidéo sur le thorium comme substitut à l'uranium, une vidéo que vous pouvez trouver sur ma chaîne YouTube Jean-Luc O. Les acteurs dans les métaux s'investissent-ils dans l'économie circulaire? L'économie circulaire oblige les différents acteurs d'un circuit à se parler. Dans l'économie linéaire, personne ne se parlait. Or, mettre en place une économie circulaire implique que le recycleur échange avec l'éco-designer et que le collecteur trouve le recycleur. L'économie circulaire est une économie réticulaire, une économie de réseau où chacun a besoin de se parler en permanence. Et on se rend compte que c'est en fait particulièrement compliqué. Il existe à l'échelle européenne des boucles d'économie circulaire qui sont très attentivement analysées, notamment une au nord du Danemark, la boucle de Kalundborg. Mais justement, celle-ci concerne un tout petit territoire de quelques kilomètres carrés où tous les acteurs se fréquentent depuis une trentaine d'années. Étendre ce modèle ne peut pas se faire en un seul tour de main. Cependant, je ne vois pas d'autre solution que l'économie circulaire pour arriver à produire en étant économe en ressources. A-t-il été compliqué d'accéder à la mine chinoise dont vous avez parlé tout à l'heure? Les mines chinoises sont-elles des zones difficiles à l'accès, en particulier pour les étrangers? Par ailleurs, puisque vous avez cité la Russie comme un des pays disposant de réserves importantes de terres rares, quels sont alors les liens de la Russie avec la Chine? Coopèrent-ils sur ce sujet ou pas du tout? Je suis rentré en Chine avec un visa business grâce à ma fonction officielle de think tanker, en aucun cas avec un visa de journaliste. Et si j'avais voulu rentrer en Chine avec un visa de journaliste, nous indique Guillaume Pitron, j'aurais prétexté qu'un événement complètement anodin pour arriver sur place et faire ensuite autre chose. On n'annonce pas aux douaniers en arrivant à l'aéroport de Pékin qu'on va enquêter sur les mines de graphite. Pour ce qui est du documentaire diffusé sur Arte, les images ont toutes été filmées clandestinement. Nous avons été plusieurs fois contrôlés par des policiers, mais ce qui m'a étonné, c'est que nous n'avons ensuite jamais été suivis. Quant à la séquence prise par drone au-dessus d'un lac de rejets artificiels, c'est un miracle que nous soyons passés entre les gouttes. Je ne m'explique pas et je ne veux pas savoir ce qui serait passé si nous avions été arrêtés. Donc nous avons tourné de façon clandestine et à l'arrivée, nous avons eu la chance d'avoir moins de problèmes que nous craignions. Pour ce qui est de la deuxième question, la Russie a des stocks de palladium et de nickel. Il y a Nordlisk pour le nickel et en ce qui concerne le palladium, il s'agissait d'un composant de la future technologie nucléaire soviétique et après la chute du mur de Berlin, les Russes ont commencé à écouler leurs stocks et ils continuent encore là, mais la Russie n'a jamais eu de grande stratégie en matière de métaux. Les Russes sont plutôt axés sur les hydrocarbures et je n'ai jamais entendu d'échange sino-russe sur ces questions-là. Les Russes ont certes récemment annoncé qu'ils pourraient ouvrir plusieurs gisements de terres rares, mais entre l'annonce et la réalité, j'attends de voir. Le temps minier, c'est 10 ou 15 ans entre l'annonce d'un gisement et le moment où vous creusez. Beaucoup de choses peuvent se passer, beaucoup de complications et de tracasseries administratives. Surtout, et c'est un point sur lequel je voudrais insister, qu'est-ce qui garantit que dans 15 ans, nous aurons besoin de lithium, de cobalt et de graphite? C'est une question essentielle. On peut demander aux recycleurs de mettre le paquet sur le recyclage du graphite. Mais qu'est-ce qui leur permet de savoir ce que seront demain les besoins et les emplois du graphite? Philippe Chalmin disait récemment dans une émission de radio
à laquelle je participais, qu'il y avait un peu plus de 100 ans, le métal stratégique en France était l'étain pour fabriquer des boîtes de conserve. Autant vous dire que l'étain n'est plus stratégique à ce titre. Il est en revanche pour fabriquer des puces électroniques. Dans un monde de disruption permanente où une technologie chasse l'autre, où un besoin pour un tel métal peut être remplacé par un autre besoin pour un autre, qu'est-ce qui garantit de couvrir aujourd'hui une mine de ce métal est un investissement pérenne. Même problème pour les recycleurs, on leur demande d'investir plusieurs dizaines de millions d'euros pour un tel métal, mais qu'est-ce qui leur assure qu'une fois qu'ils auront investi là-dedans et lancé leurs usines, ils trouveront une demande. Paradoxalement, l'innovation disruptive freine le progrès technologique. On n'a plus assez de visibilité compte tenu de la lenteur des processus miniers métallurgiques de recyclage pour s'engager sérieusement dans telle ou telle direction. L'innovation disruptive est ici un frein au progrès technologique. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc O.